Bonjour, c'est Benjamin de Natura Coach et aujourd'hui je vais vous parler du lien entre viande et cancer. À moins que vous n'ayez habité dans une grotte, vous avez certainement entendu parler du rapport sur ce sujet du CIRC, sorti fin octobre 2015, donc le Centre international de recherche sur le cancer, une agence dépendant de l'OMS. Rarement un rapport en nutrition aura autant fait couler d'encre et provoqué une telle hystérie médiatique. On aura eu le droit un petit peu à tout et n'importe quoi, dont un certain nombre d'articles, au titre malheureusement racoleur et simpliste, ne traduisant pas toutes les subtilités et les limites de ce rapport. Dans cette vidéo, nous allons donc essayer de prendre un petit peu de recul et de hauteur afin d'analyser rationnellement et objectivement le lien entre viande et cancer et de voir concrètement ce que cela signifie pour votre alimentation quotidienne. Je précise que vous pourrez télécharger gratuitement le résumé écrit juste en dessous de la vidéo, résumé écrit dans lequel vous trouverez également toutes les références des études sur lesquelles je me suis appuyé pour la préparer. Je précise et j'insiste fortement sur le fait que ici je ne vais parler que de la viande d'un point de vue purement nutritionnel et sanitaire et de son lien éventuel avec le cancer. Je ne vais donc pas parler de la viande en relation éventuelle avec d'autres maladies et d'autres pathologies, ni de questions du type « peut-on se passer de la viande ? Doit-on être végétarien ? La cause animale, etc. » Ce sont toutes des questions absolument légitimes qui méritent d'être débattues, mais éventuellement débattues de manière individuelle afin de traiter chaque sujet en profondeur, comme je vais le faire ici sur ce lien entre viande et cancer. Je souhaite vraiment insister sur ce point. Aujourd'hui, dans les médias et sur Internet en particulier, les discussions et les articles autour de la santé en général et de la nutrition en particulier souffrent dans beaucoup de cas, au mieux d'un certain manque de rigueur, au pire de la diffusion de certains mythes pseudo-scientifiques qui ne reposent sur aucun argument et aucune donnée solide. Ce qui fait que malheureusement, à la fin, tout le monde pense que tous les arguments se valent, tout est relatif et que tout est histoire d'opinion, de subjectivité. Moi j'ai mon opinion, toi tu as la tienne. Non, il faut essayer de revenir un petit peu à une discussion plus objective, plus argumentée. Et malheureusement, je pense que le traitement de ce sujet sur la viande et le cancer n'a pas beaucoup aidé. Et à mon avis, les consommateurs ressortent de toute cette masse de reportages et d'articles dans la presse avec une idée assez peu claire de ce qu'ils doivent mettre en application concrètement. Au mieux, les personnes ayant déjà une opinion assez arrêtée auparavant l'ont renforcée avec cette histoire. Par exemple, les végétariens ou les végétaliens le prennent comme une preuve supplémentaire de la justesse de leur position. Et à l'autre bout de l'échelle, les personnes pensant qu'il y a une forme de dictature de la bien-pensance et du bien manger, où on veut encore leur dire quoi manger, le prennent comme un argument supplémentaire pour se dire « mais arrêtez de me dire ce que je dois manger, laissez-moi tranquille, de toute façon on doit bien mourir de quelque chose, alors que ce soit le cancer du côlon ou autre chose, peu m'importe ». Au final, pour finir cette introduction, essayons de revenir à un petit peu plus de calme, faisons cette analyse rationnelle que je défends et ensuite ce sera à chacun d'entre vous de faire ce qu'il veut de ces informations. Rappelons ce qu'est ce rapport exactement. Il s'agit de ce que le CIRC appelle une monographie, c'est-à-dire une synthèse des données disponibles sur le rôle d'une substance dans le risque de cancer. Depuis 45 ans, plus de 900 agents ont été évalués et chacun est noté au final dans le système de classification suivant. Dans le groupe 1, vous avez les cancérogènes pour l'homme, c'est-à-dire que les données sont suffisamment solides pour l'homme. On y trouve par exemple l'amiante, le tabac ou le benzène. Le groupe 2 est le groupe un petit peu ambigu. On a d'une part le groupe 2A avec les agents probablement cancérogènes pour l'homme. Cela signifie que les données sont limitées pour l'homme et suffisantes chez l'animal. On y trouve par exemple le désherbant glyphosate ou les stéroïdes anabolisants. Le groupe 2B correspond, eux, aux agents cancérogènes possibles. Soit les données sont limitées chez l'homme et insuffisantes chez l'animal, soit elles sont suffisantes chez l'animal mais totalement insuffisantes chez l'homme. On y trouve par exemple le plomb ou les gaz d'échappement des moteurs à essence. Enfin, le groupe 3 correspond aux agents inclassables faute de données suffisantes, et le groupe 4 aux agents
probablement non cancérogène, car là, les données sont suffisantes sur leur innocuité. Pour vous montrer que cette classification n'est pas forcément à prendre de façon binaire, il faut savoir que sur les près de 1000 substances testées par le CIRC, seule une seule, le caprolactam, est dans la catégorie 4. Alors qu'au contraire, on a par exemple le café qui est classé en 2B il y a 25 ans, et malgré toutes les études parues depuis montrant au contraire un effet positif du café contre le cancer, eh bien, le CIRC n'a toujours pas mis à jour sa position. Donc là, c'est plus un problème de mise à jour des données et qu'il faut aussi savoir prendre en compte les dates de parution de chaque monographie. Au final, que dit cette monographie sur la viande? D'une part, que les viandes transformées ont été classées dans le groupe 1 comme cancérogènes pour l'homme, et d'autre part, les viandes rouges ont, elles, été classées dans le groupe 2A, c'est-à-dire probablement cancérogènes chez l'homme. À quoi correspondent ces deux catégories de produits? D'une part, les viandes rouges regroupent toutes les viandes non transformées issues des muscles de mammifères, bœuf, veau, porc, agneau, mouton, cheval, chèvre, etc. Et les viandes transformées, elles, regroupent toute viande ayant subi un processus pour en augmenter le goût ou la conservation. Salaison, fermentation, fumage, etc. La viande transformée comprend des préparations à base de tout type de viande, rouge ou blanche, peu importe. Donc cela va du jambon de Bayonne aux nuggets de poulet, du saucisson corse au hot dog, de la viande séchée de l'éleveur du coin au bacon industriel. Il faut avant tout que vous compreniez 5 choses très importantes par rapport à ce rapport avant de rentrer dans l'analyse des données scientifiques. Premièrement, il s'agit d'une synthèse réalisée par une vingtaine d'experts du CIRC sur la base des données disponibles. Il ne s'agit donc pas de nouvelles données, d'une nouvelle découverte. Il y a déjà eu ces dernières années des méta-analyses sur ce sujet, c'est-à-dire des synthèses des études disponibles sur la thématique. Et au final, ce lien possible entre viande rouge et cancer n'a rien de nouveau. Ça, c'est par rapport à l'absurdité du buzz médiatique qui nous a donné l'impression que c'était un petit peu une découverte révolutionnaire, alors qu'au final, ce sont des données que l'on connaît depuis longtemps. Deuxièmement, ces données sont essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement, issues d'études épidémiologiques, c'est-à-dire des études où l'on observe une population de centaines, de milliers, de dizaines de milliers de personnes pendant 5, 10, 20 ans, etc., en enregistrant leurs habitudes alimentaires et leur style de vie au travers essentiellement de questionnaires. Et ensuite, on fait mouliner ces données à la fin dans des modèles statistiques pour essayer de dégager des tendances et des données pertinentes. Ce type d'étude est très utile pour dégager des hypothèses, mais permet d'avoir ce qu'on appelle une corrélation au mieux, c'est-à-dire un lien plus ou moins fort, mais ne permet pas de conclure à une causalité certaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est forcément A qui provoque B. De plus, dans ces études, il n'y a pas de distinction sur la qualité de la viande. On ne sait pas au travers des questionnaires si les personnes consomment de la viande issue par exemple de bœuf gavé aux céréales avec 4 mètres carrés dans un hangar ou au contraire d'un animal élevé en pâturage. Enfin, il y a ce qu'on appelle les facteurs confondants, c'est-à-dire d'autres facteurs qui pourraient aussi expliquer certains cas de cancer. Les habitudes de vie sont en général un package, c'est-à-dire que ceux qui mangent le plus de viande sont aussi souvent ceux qui mangent le moins de fruits et légumes, fument le plus, font le moins de sport, etc. A l'inverse, ceux qui en mangent le moins de viande sont ceux avec une meilleure hygiène de vie globale. Même si, bien sûr, les chercheurs essayent d'éliminer dans leur modèle statistique ces facteurs de confusion, c'est très difficile de totalement les séparer. Et dans un monde idéal, on pourrait faire une étude effectivement contrôlée en faisant des groupes de personnes qu'on enfermerait dans des pièces pendant 20 ans en contrôlant parfaitement tout ce qu'ils avalent, mais vous comprenez bien que dans le monde réel, ce n'est absolument pas possible de réaliser une telle étude. Alors, il y a tout de même des données sur les mécanismes qui permettraient à la viande d'être cancérogène, qui ont été analysées dans ce rapport, et je vais y revenir dans un instant. Quatrième point important, le classement du CIRC a juste une valeur sur la qualité des données disponibles. Mais deux produits au sein du même groupe ne représentent pas forcément le même danger absolu.
Par exemple, selon ce rapport, 50 g de viande transformée par jour, donc disons une saucisse par jour, va augmenter votre risque de cancer colorectal de 18%. Il s'agit d'un risque relatif. Pour être plus clair, si par exemple à 50 ans, vous mangez une saucisse tous les jours le reste de votre vie, votre risque absolu va passer de 1,8% à 2,1%. Par comparaison, le tabac, qui est aussi dans le groupe 1, augmente lui le risque de cancer du poumon de 2500%. C'est donc difficile d'un point de vue vie pratique de les mettre sur le même plan. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre en compte même une légère augmentation du risque de cancer, mais plutôt qu'il faut savoir prioriser et s'attaquer par ordre décroissant aux facteurs de risque les plus importants. Et surtout, il s'agit d'une augmentation du risque général, c'est-à-dire qu'à quantité de viande égale, on n'aura pas les mêmes effets chez quelqu'un qui mange des fruits et légumes tous les jours et chez quelqu'un qui, au contraire, ne mange que des frites tous les jours. Cinquième et dernière remarque, on parle ici surtout et avant tout du cancer colorectal. C'est important à garder en tête pour comprendre ensuite ce qu'on peut faire justement pour diminuer ce risque. Le cancer est une maladie qui fait peur. Je ne pense pas, par exemple, qu'il y aurait eu autant de tapage si le lien avait été entre la viande et les maladies cardiovasculaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'on a aussi des données positives sur ce qu'on peut faire pour diminuer ce risque. Par exemple, une étude a montré que manger 7 portions de fruits et légumes ou plus par jour diminuait le risque de mortalité par cancer de 31%. Ou une autre étude a montré qu'une bonne hygiène de vie globale diminuait ce risque de 33% chez les femmes ou de 26% chez les hommes. Il n'y a bien sûr jamais d'assurance absolue que l'on pourra rester en bonne santé toute sa vie, mais il serait, de mon point de vue, absurde de ne pas essayer de mettre toutes les chances de son côté pour le rester en bonne santé, tout en restant, et j'insiste aussi là-dessus, dans un mode de vie réaliste. On doit effectivement tous mourir de quelque chose un jour, mais personnellement, je préfère que cela soit de vieillesse plutôt que d'un cancer du côlon. Pour finir sur ce rapport, il faut vraiment comprendre que c'est un avis intéressant et pertinent avec lequel je n'ai pas de désaccord, mais qu'on ne peut pas tirer des applications pratiques uniquement à partir de ce rapport. Le CIRC le dit lui-même, c'est ensuite aux agences sanitaires de chaque pays de prendre le relais pour donner des indications sur l'alimentation globale, sur les quantités de viande, etc. Sujet sur lequel, bien entendu, je vous donnerai aussi mon avis dans quelques instants. Maintenant, essayons de comprendre par quel mécanisme la viande rouge et surtout la viande transformée pourrait favoriser le cancer colorectal. Là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et dans la partie passionnante de cette vidéo. Premier suspect, les dérivés N-nitrocé, ou NOC en anglais, comme les nitrosamines, qui sont reconnus pour leur effet cancérigène depuis un certain temps, en endommageant les cellules de la paroi intestinale, ce qui fait qu'elles doivent ensuite, ces cellules, se répliquer plus souvent, et donc cela augmente les risques de dommages ADN sur le long terme. Dans la viande rouge, vous avez l'hème, qui est une partie du pigment qui donne sa couleur rouge au sang, et l'hème est un précurseur de ces composés toxiques. Mais ce n'est rien à côté des conservateurs présents dans les viandes transformées comme les charcuteries, à savoir les nitrites et les nitrates, qui eux favorisent la formation des nitrosamines beaucoup plus rapidement. La bonne nouvelle, c'est que les fruits et légumes en général, et particulièrement les légumes verts, sont protecteurs. La chlorophylle qu'ils contiennent bloque en fait le métabolisme de l'hème en NOC dans le côlon. Et l'idée ici n'est pas de vous dire de manger de la viande transformée, bien sûr, mais si jamais vous mangez un steak, essayez de faire le plein de brocolis ou d'épinards à côté dans votre assiette. Deuxième suspect, le fer. Là, c'est assez simple, il en faut ni trop ni trop peu. Trop peu, c'est l'anémie, et trop, il peut s'accumuler dans les cellules de l'intestin, les oxyder et les endommager. Une bonne raison de ne pas abuser donc de la viande rouge. Les femmes ayant leurs règles sont souvent moins à risque d'un excès de fer, mais par exemple pour les hommes qui feraient un excès de fer, d'où l'importance aussi de faire des analyses sanguines un petit peu régulièrement, il peut être intéressant par exemple de donner son sang régulièrement si votre santé vous le permet bien entendu. Troisième suspect, le TMAO, en français l'oxyde de triméthylamine.
Alors, la viande rouge est particulièrement riche en un acide aminé, la L-carnitine, qui peut être métabolisé par certaines bactéries de la flore intestinale en une autre substance qu'on appelle triméthylamine ou TMA. TMA qui est absorbé, rentre dans le sang et va jusqu'au foie où le TMA donc, est oxydé pour devenir de l'oxyde de triméthylamine ou TMAO. Il y a des données qui font le lien entre ce TMAO et un risque accru de cancer et de maladies cardiovasculaires, notamment une étude parue dans la revue Nature en 2013 qui avait pas mal fait parler d'elle à l'époque, les médias ayant encore une fois saisi l'occasion de caricaturer sans avoir lu l'étude. En fait, le point vraiment intéressant à retenir, c'est que ce n'est pas la flore intestinale en général, mais un certain groupe de bactéries en particulier, les Prevotella, qui sont les principales responsables de la conversion de L-carnitine en TMA. Alors, il y a eu beaucoup de débats sur les causes de ces différences de la flore intestinale, mais mon avis, à la vue des données disponibles, est que ce déséquilibre de la flore vient d'un manque de fibres solubles des fruits et légumes et d'un abus de produits raffinés et de sucre. Et également, peut-être d'un abus de céréales complètes, les Prevotella se nourrissant de certains composés de l'enveloppe des céréales. Il y a quelques travaux qui ont montré cela. Vraisemblablement, sur ce sujet donc, du TMAO, ce n'est pas forcément tant la viande directement, mais le contexte qui compte, c'est-à-dire la flore intestinale de la personne, flore qui va dépendre de l'alimentation globale. Pour être plus clair, manger de la viande rouge régulièrement n'aura pas le même effet chez quelqu'un qui mange depuis des années du pain complet, des produits sucrés et très peu de fruits et légumes, que chez quelqu'un qui aura fait l'inverse. Ce qui n'est pas non plus une excuse, comme on le verra juste après, pour manger des quantités astronomiques de viande. Quatrième suspect, une molécule au nom barbare encore une fois, l'acide N-glyconeuraminique ou en abréviation NE5GC. Il s'agit d'un sucre présent dans les tissus de tous les mammifères, sauf du furet, de quelques rares espèces de singes et bien sûr de l'être humain, parce qu'on ne peut pas faire comme tout le monde. Chez nous, on a une molécule proche appelée NE5AC. Et le problème, c'est que le NE5GC, que l'on va trouver dans la viande ou les produits laitiers, est suffisamment similaire à notre version humaine pour être incorporé dans les membranes de nos cellules. Mais, comme il reste suffisamment différent tout de même, notre système immunitaire y réagit en le considérant comme un corps étranger, avec la production d'anticorps et les réactions inflammatoires qui en découlent. C'est un sujet très complexe et très récent. La première étude solide sur l'animal datant d'à peine quelques mois, mais voici pour l'instant ce que l'on peut dire dessus. On peut trouver une concentration élevée de NE5GC dans des tumeurs humaines, effectivement. Des souris alimentées avec de très grosses doses de NE5GC ont développé plus de tumeurs également. Et par contre, on est pour l'instant incapable de donner les doses à partir desquelles cela pourrait poser problème chez l'homme. On ne connaît pas la relation dose-effet. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles la viande en grande quantité pourrait poser problème, mais c'est juste une indication parmi d'autres. Cinquième et dernier suspect, les composés mutagènes issus de la cuisson. Un sujet connu depuis un certain temps. Les cuissons à haute température entraînent la formation de molécules comme les amines aromatiques hétérocycliques et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, en abréviation AAH et HAP. Substances qui peuvent entraîner des changements ADN et donc des cancers à long terme. L'idée est d'éviter de cuire la viande à haute température, barbecue, grillade, etc., tout ce qui va être partie noircie sur les viandes, et de favoriser au contraire les cuissons douces comme le mijotage, faire mariner la viande avant cuisson avec des herbes, des épices, du jus de citron, vinaigre, etc., ce qui va diminuer encore plus les risques de formation de ces substances, et même de manger des crucifères en même temps que votre viande, crucifères qui contiennent des composés capables de neutraliser les effets néfastes des AAH et HAP. Au final, comme vous l'avez vu, ce rapport n'a rien de révolutionnaire.
Je ne suis pas en désaccord avec ces conclusions. On pourrait juste, mais c'est un autre sujet, débattre du système de classification qui met sur le même plan des substances qui représentent un risque absolu sur le cancer fortement variable. Il faut vraiment comprendre que c'est un jugement sur la qualité des données disponibles et c'est peut-être de là que vient une certaine confusion. C'est pour cela qu'il est important de mettre ce rapport en parallèle avec toutes les autres données disponibles afin de donner des recommandations pratiques et réalistes au niveau de l'alimentation. Bien entendu, je m'adresse ici à ceux qui mangent de la viande. Si jamais vous n'en mangez pas, il y a tout de même quelques petites idées à piocher, mais par rapport, encore une fois, d'un point de vue purement nutritionnel, comme on va le voir, il n'y a pas forcément de raison d'éliminer totalement la viande, mais ça dépend laquelle et dans quel contexte. Comme je l'ai évoqué, les problèmes viennent avant tout des produits transformés et les liens avec le cancer sont établis chez les plus gros mangeurs qui ont eu en parallèle une moins bonne hygiène de vie en moyenne. Gros mangeur correspond à 2 portions environ par jour, ce qui bien entendu est beaucoup trop. Le premier conseil donc, sur lequel je pense que tout le monde pourra s'entendre, c'est l'élimination des viandes transformées au maximum. Tout ce qui est préparation à base de viande, du type nuggets de poulet, saucisses industrielles dans lesquelles on ne voudrait pas vraiment savoir ce qu'il y a, etc. Entre la faible qualité de la viande utilisée et les autres ingrédients et additifs ajoutés, il vaut mieux éviter. Après, le problème est que même des produits de qualité comme de la charcuterie artisanale vont contenir ces nitrates et nitrites dont j'ai parlé, des produits qui ont aussi été fumés, salés, et donc la meilleure stratégie selon moi ici est de considérer ces produits comme du plaisir très occasionnel, sans obligation évidemment. C'est-à-dire que vous pouvez manger un morceau de saucisson de porc noir de Bigorre élevé en semi-liberté, un apéritif une fois tous les 15 jours sans problème, en privilégiant donc les produits de qualité issus de petits producteurs locaux. Ce qui ne va pas trop être recommandable par contre, c'est de manger 2 tranches de bacon tous les matins comme le font notamment beaucoup d'Américains. La deuxième partie, c'est le cœur du débat, la viande rouge. Si on veut vraiment être strict d'un point de vue scientifique, il n'y a pas de dose-réponse claire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tracer une droite qui montrerait une association linéaire entre quantité de viande rouge et risque de cancer colorectal. De plus, comme on l'a vu, cela va beaucoup dépendre du reste de l'alimentation. Pour autant, un certain nombre d'agences sanitaires comme l'ANSES en France donnent comme limite à éviter de ne pas dépasser 500 g de viande rouge par semaine, ce qui fait environ 4 à 5 fois par semaine. Personnellement, je suis peut-être même plus conservateur, mais surtout avec une approche différente. Mon conseil, encore une fois c'est mon point de vue, si vous en mangez et si on prend en compte l'alimentation dans son ensemble, ce serait d'être sur une moyenne de 2 à 3 fois par semaine, toute viande confondue, ce qui fait 300-400 g de viande crue en fourchette haute. Alors, je ne dis pas que vous allez avoir un cancer, bien entendu, si vous en mangez un peu plus et que vous avez une alimentation saine, riche en fruits et légumes à côté, mais ce que je veux vous dire surtout, c'est que si on considère d'une part qu'il vaut mieux manger de la très bonne qualité, des produits locaux, etc., moins souvent que de la viande industrielle moins chère, premier prix, plus souvent. Et si on considère d'autre part que pour assurer un apport d'une grande variété de nutriments sans risquer de saturation, notamment de certains polluants éventuels, l'idéal selon moi est de varier sur la semaine au maximum les sources de protéines en mangeant un petit peu de tout. Donc les œufs, poissons gras, poissons maigres, crustacés, fruits de mer, légumineuses, etc. En adaptant bien sûr à vos produits locaux, à vos intolérances éventuelles, à votre idéologie, etc. Je dis donc qu'au sein de cette grande panoplie, eh bien, finalement, la viande 2 à 3 fois par semaine est une moyenne largement suffisante pour la plupart des gens. Et ce qui est presque aussi important et que personne ne vous dit, c'est l'importance de varier au sein même de cette catégorie. C'est-à-dire varier les animaux, pour n'abuser de rien car il n'y a pas une viande idéale. Par exemple, on met souvent les viandes maigres, donc les viandes blanches en avant, mais la volaille est un petit peu trop riche en oméga 6 en moyenne. Il y a aussi des saisons
pour les animaux et les viandes. Par exemple, le bœuf, c'est plutôt en hiver et au printemps, la dinde autour de Noël, le poulet au printemps et en été, ou le gibier en automne. Et ensuite, varier les parties. Alors ça, c'est très 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 important, car surtout depuis 60 ans, on a tendance à ne plus manger que les muscles, alors qu'auparavant, on consommait également les autres parties, notamment les abats. Et c'est très dommageable pour deux raisons. Premièrement, les abats sont d'une grande richesse nutritionnelle. Par exemple, le foie est l'une des meilleures sources de zinc et de vitamine A, sans comparaison avec les muscles. Et deuxièmement, les tissus conjonctifs sont très riches en collagène. Collagène qui est lui-même très riche en un acide aminé qui s'appelle la glycine, qui joue un rôle notamment dans la longévité et qui contrebalance les effets négatifs d'un autre acide aminé, la méthionine, que l'on trouve, lui, beaucoup dans les muscles. La meilleure source de collagène, ce sont les os, d'où l'intérêt de faire du bouillon d'os régulièrement, à incorporer par exemple dans vos recettes. Bien sûr, une dose de bouillon, ça ne va pas compter pour une portion de viande. Il y a un point sur lequel je n'ai pas beaucoup insisté, c'est la qualité et les conditions d'élevage. Ce n'est pas évoqué dans le rapport du CIRC et ce n'est pas détaillé dans les études épidémiologiques, dans le sens où les questionnaires que les gens remplissent, eh bien en fait, on reste sur des catégories de type de viande, mais il n'y a pas de distinction entre l'élevage 100% industriel et l'élevage fermier dans la prairie d'à côté. D'où les limites aussi de ce type d'études d'observation dont je vous parlais. De plus, on pourrait aussi dire que les gens mangent majoritairement de la viande issue d'élevage industriel dans les pays occidentaux où la plupart de ces études sont faites, notamment aux États-Unis. Et donc, on n'est pas forcément capable de dire si une viande de meilleure qualité aurait eu un effet moins néfaste. D'autres données permettent de le penser, pas au niveau du cancer colorectal, mais sur la santé globale. Alors là, le plus important, c'est l'alimentation de l'animal. Pour les herbivores comme les bovins, le plus ils sont nourris à l'herbe en pâturage, le mieux c'est, par rapport, d'un autre côté, à une alimentation majoritairement à base de maïs ou de soja, qui permet de les engraisser plus vite et que l'on trouve surtout donc, dans les élevages industriels. L'espace dédié à chaque animal est très important, aussi parce que plus il y a de promiscuité, plus il y a de risques de transmission de maladies. Ça, c'est assez simple à comprendre. Après, je ne vais pas entrer ici dans le détail des labels, du bio, pas bio, etc. Ce que je veux juste vous dire, c'est de vous renseigner sur les conditions d'élevage. Même à Paris, moi, par exemple, je sais de quelle ferme la viande que j'achète vient, quelles sont les conditions d'élevage. Et donc, voilà, essayez toujours, comme sur tous les autres produits alimentaires, de vous renseigner, d'essayer d'être en circuit court, d'acheter plus ou moins local, etc. À partir de là, quand vous mangez ensuite votre viande, 3 points essentiels à retenir. La faire mariner assez souvent. Je vous ai mis dans le PDF un exemple de recette. La cuire à température douce, donc à l'étouffer, mijoter surtout. Ça peut même éventuellement se faire à la vapeur, après on n'aime ou pas le goût. Et comme je vous l'ai indiqué précédemment, mangez votre viande toujours avec des légumes. Les frites ne comptent pas pour un légume. Essayez d'avoir environ le double de volume de légumes par rapport à votre viande et surtout des légumes verts et des crucifères, brocolis, choux, épinards, etc. Pour finir, regardons s'il y a d'autres facteurs à retenir sur le cancer colorectal. Alors, les céréales complètes, comme évoqué, elles favoriseraient des bactéries de la flore intestinale responsables de la production du TMAO que je vous évoquais juste avant. Donc j'éviterai en tout cas au minimum d'en faire une base alimentaire quotidienne, surtout si vous voulez tout de même manger de la viande régulièrement. Pour rester sur le sujet de la flore intestinale, même si on maîtrise encore mal toutes les subtilités du sujet, il est évident qu'elle joue un grand rôle dans notre santé et dans le cancer colorectal en particulier. Pour faire simple, pour nourrir une bonne flore, il faut une alimentation globalement diversifiée et équilibrée, notamment riche en fruits et légumes, source de fibres solubles et de polyphénols dont se nourrissent les bactéries. Manger aussi par exemple un petit peu d'aliments fermentés comme les légumes lactofermentés. Éviter la prise d'antibiotiques à moins que cela ne soit vraiment indispensable car ils ont tendance à éliminer sans distinction toutes les bactéries. Bon, même si ces dernières années dans beaucoup de pays on a une légère diminution de l'utilisation des antibiotiques, ce qui est une bonne chose. L'activité physique bien entendu est fondamentale.
Dans un monde où les gens sont de plus en plus sédentaires, c'est un vrai problème. Et en prolongeant, l'obésité est un vrai facteur de risque pour les cancers en général et pour le cancer colorectal aussi, pour tout un tas de raisons. C'est pour cela qu'atteindre votre poids de forme, si vous êtes concerné, est vraiment une des actions les plus efficaces que vous puissiez faire à moyen terme. Il peut y avoir une partie génétique pour certains cas de cancer colorectal. Donc là, c'est surtout faire attention à votre historique familial s'il y a d'autres personnes dans votre famille ayant eu un cancer colorectal. Et bien sûr, le tabac et la consommation excessive d'alcool qui sont deux gros facteurs de risque pour les cancers en général, qui doivent faire partie des premières priorités. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le résumé écrit juste en dessous de la vidéo. Et comme vous l'avez vu, ce sujet n'est donc pas binaire, blanc ou noir, c'est un sujet complexe. Il faut prendre en considération l'alimentation dans son ensemble et il faut essayer d'améliorer la qualité de l'alimentation dans son ensemble. Et il est toujours important de ne pas modifier qu'un seul paramètre. Et donc la viande prend tout son sens au sein de cette alimentation diversifiée et il n'y a pas de stress à avoir à partir du moment où vous mettez en application les conseils que je viens de vous donner. Encore une fois, j'ai essayé ici de faire une analyse objective d'un sujet précis. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'autres sujets à évoquer autour de la viande, avec d'autres pathologies, les conditions d'élevage, etc. Chaque chose en son temps. Peut-être que cela fera l'objet de futures vidéos, mais voilà. Et dans les commentaires, essayez de rester concentré aussi sur cette thématique de viande et cancer. Dans tous les cas, régalez-vous avec ou sans viande. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.